On va revenir à vos propositions, Arnaud Montebourg, mais juste un mot sur Dominique Strauss-Kahn. On voit quand même que sa cote, à mesure qu'il se rapproche d'une candidature, sa cote s'effrite. Est-ce que vous avez le sentiment, comme certains, que c'est un peu un ballon de baudruche qui va se dégonfler à mesure qu'on va se rapprocher de l'échéance des primaires? Vous me permettrez de ne pas faire de commentaires ni sur les sondages, ni sur les enquêtes, ni sur les candidatures des uns et des autres. Votre sentiment à vous, et encore moins de mes sentiments. Je pense que nous avons la chance d'avoir plusieurs candidats qui, pour l'instant, sont en position de l'emporter. Je pense par ailleurs que ma candidature qui progresse commence à s'installer à travers les propositions qu'elle porte et le projet de transformation du système économique et politique. C'est plus l'homme providentiel du Parti socialiste. Mais il n'y a jamais eu d'homme ou de femme providentielle pour une raison simple, c'est que la gauche ne peut transformer le pays que si elle rassemble les gens, met en mouvement la société, si elle transforme la société avec la population. Donc il n'y a pas, vous savez, le don de Dieu, la grâce immédiate et la transformation par l'effet d'une sorte de magie politique. Il est nécessaire que les Français se prennent en charge et en main s'ils veulent transformer l'économie telle qu'elle dysfonctionne aujourd'hui. C'est une des raisons pour lesquelles je propose le capitalisme coopératif comme alternative au capitalisme financier, en refondant les conditions dans lesquelles on produit, évidemment avec les mêmes résultats de performance, de compétitivité. C'est la raison pour laquelle je propose la mise sous tutelle du système bancaire, qui aujourd'hui gaspille les ressources, les consacre à la spéculation plutôt qu'au système productif, en réorientant notre épargne vers l'économie réelle des territoires sur le terrain, là où aujourd'hui nous avons du mal à financer l'innovation, les produits de demain et la révolution industrielle future verte, par exemple. C'est pourquoi je propose l'instauration d'une 6e République, parce que nous avons besoin, dans ce pays, de construire des compromis durables et donc d'avoir un autre système politique. Donc ce travail-là, on ne pourra le faire qu'avec les gens, pas contre eux ou pas sans eux. Voilà. Et l'esprit des primaires, c'est cela. C'est que des millions de Français qui ne sont pas dans les partis politiques vont pouvoir venir voter. D'ailleurs, je le redis à votre micro, comme je le dis souvent, préparez-vous le 9 octobre 2011, dans quelques mois, à venir un dimanche voter pour un candidat de votre choix et les orientations qu'il portera. Alors, on a très bien compris, vous souhaitez parler de vos propositions et on va le faire, mais quand même encore un mot sur ce processus des primaires. Vous dites qu'il n'y a pas de candidat providentiel, vous avez dit aussi qu'il n'y a pas de candidat principal et de candidat secondaire, mais tout de même, est-ce que l'indécision de Dominique Strauss-Kahn, puisqu'on ne sait toujours pas à quel moment il a l'intention de se prononcer, est-ce que cette indécision n'est pas de nature à enrayer le processus ou au moins à le compliquer ? Nous avons un calendrier qui va s'appliquer. Le dépôt des candidatures est le 13 juillet. Donc les chroniques sur l'indécision supposée, le désir ou l'absence de désir n'ont pas de réalité, puisque les déclarations de candidature ont été fixées au 13 juillet. Donc peut-être que le 12 juillet, vous pourrez vous poser la question. Mais d'ici là, intéressons-nous plutôt à la France, à ses problèmes et aux solutions que nous proposons. Alors on va s'intéresser à la France et à ses problèmes. Et actuellement, il y a un problème visiblement, d'après le président de la République, avec la justice française. Notamment depuis l'affaire Laetitia, il a stigmatisé des dysfonctionnements graves qui ont permis la remise en liberté du principal suspect du meurtre de Pornic. Est-ce que vous pensez, avec beaucoup de magistrats aujourd'hui, que le président de la République met en péril l'indépendance de la justice ? D'abord, le président de la République a décidé, d'une certaine manière, de faire porter la faute sur des magistrats et des policiers. Eux-mêmes se sentent visés, considérant qu'ils sont traités comme des boucs émissaires de l'échec même de la politique d'incapacité ou d'impuissance du président de la République, Nicolas Sarkozy. Et la vérité, c'est que s'il est un fautif, ce ne sont pas les magistrats. C'est le président de la République. On ne connaît pas les résultats de l'enquête qui n'a pas encore eu lieu. On a déjà des faits qui ont été détaillés. On a vu que le service de probation, les juges d'application des peines qui sont chargés de prendre des décisions sur le suivi après
l'exécution de la peine, puisque le principal suspect, la personne mise en cause, a fait l'objet de mesures de condamnation qu'il a toutes, je crois, exécutées. Donc ce sont des mesures postérieures, ultérieures, après l'exécution de la peine. Est-ce que nous avons un service public qui s'occupe de ça ? La réponse est oui. Dans quel état est-il à Nantes ? Ça tombe bien, il y a eu des rapports de la Chambre, de la Cour des comptes, dénonçant l'extrême dénuement de ce service. Savez-vous qu'en France, il y a 170 000 mesures qui doivent être suivies pour des condamnés ou des délinquants en situation d'être surveillés par les systèmes socio-judiciaires, comme on dit, les services de probation. C'est en risque de récidive, en quelque sorte. Et le budget 2011 annonce triomphalement la suppression de 71 magistrats chargés notamment d'application des peines. Donc nous voyons bien que le fautif, c'est celui qui, ayant finalement à organiser le bon fonctionnement du service public, ne l'organise pas, le dépouille de ses moyens et empêche concrètement que les magistrats et le service de probation puissent faire leur travail. Et c'est ce que disent les syndicats de policiers et de magistrats. Et donc vous estimez que la fronde est tout à fait justifiée, la grève des audiences à Nantes, tout ça c'est justifié. C'est-à-dire que nous verrons bien ce que les inspections diront de la faute et qui a pu la commettre. Mais moi je puis vous dire que sur le terrain, aujourd'hui, il est impossible quand on est un magistrat chargé de rendre la justice dans notre pays, il est impossible de réaliser sa propre mission. De même que quand on est un policier, qu'on a perdu sur le territoire 11 000 policiers et gendarmes, il est absolument impossible que la délinquance cesse son augmentation. C'est impossible. Car quand le chat n'est pas là, les souris délinquantes dansent. Et c'est exactement ce qu'on a observé sur le terrain. Vous avez une explosion de la délinquance, notamment des violences sur les personnes, multiplication des braquages. Pourquoi ? Parce que les choix politiques pris au plus haut niveau de l'État sont des choix de restriction de moyens humains destinés à assurer la sécurité de la population. Et malgré tout ça, on voit Nicolas Sarkozy qui se met en marche du côté des victimes pour dénoncer les dysfonctionnements de la justice, etc. Et on peut penser qu'une fois de plus, bien ça plaît et certains Français entendent cela. Ça vous inquiète de revoir Sarkozy dans sa posture de 2007 ? Mais ça fait 10 ans que M. Sarkozy est au pouvoir. Il a été 5 ans ministère de l'Intérieur. Là, il est depuis 4 ans président de la République. Il a tous les moyens d'agir. Donc le responsable et le fautif, c'est lui. Il est responsable d'une justice, car un président de la République ne dénonce pas les dysfonctionnements des services qu'il a sous ses ordres. Il présente plutôt des excuses. C'est ce qu'il a fait. Il dénonce les dysfonctionnements de la justice et de la police. Mais comment voulez-vous ? Vous connaissez bien les problèmes de justice. On vous imagine très bien ministre de la Justice dans un gouvernement de gauche. Est-ce qu'il a tort de dire qu'il y a dysfonctionnement ? Mais comment peut-on accepter qu'un président de la République, qui est garant du bon fonctionnement de la justice, dénonce le fonctionnement des services qu'il a sous ses ordres ? Qui est responsable de la justice dans ce pays ? C'est lui. Ce n'est pas le gardien de la paix ou le magistrat de base. Le responsable, c'est lui. Et quand les magistrats disent qu'il leur manque les moyens pour assurer leur mission, ce qu'ils ne peuvent pas assurer, qui est le responsable ? Autre que lui, le président de la République. Donc, un président de la République ne dénonce pas les dysfonctionnements de services qu'il a à sa charge. Il, au contraire, fait en sorte que ces services fonctionnent normalement et lui alloue les moyens décidés par le Parlement, d'ailleurs, pour que ceci fonctionne normalement. Et là, il y avait eu des rapports au sujet des services judiciaires à Nantes, montrant les difficultés d'application et de mise en œuvre de ce que le législateur, dans ses lois diverses de toute nature, a décidé pour empêcher la récidive. Arnaud Montebourg, vos amis socialistes ont beaucoup commenté l'hypothèse d'une candidature de Nicolas Hulot chez les Verts. On parle d'un affrontement Hulot-Joly dans une primaire qui pourrait se dérouler d'ailleurs au mois de juin. Est-ce que cette primaire chez Europe Écologie peut avoir des conséquences sur la primaire socialiste parce qu'elle va arriver finalement juste avant la vôtre ?
Non, parce que la primaire socialiste vise à désigner le candidat qui affrontera au deuxième tour Nicolas Et Sarkozy. si c'est Eva Joly ou Nicolas Hulot, c'est pareil? En tout cas, ça ne relève pas des choix du Parti socialiste, puisque c'est une primaire interne à Europe Écologie Les Verts. Donc les militants écologistes décideront, c'est leur choix. Le fait que ce soit un tel ou une telle n'a pas de conséquences sur la primaire, car le véritable débat des socialistes, et y compris écologique, car les socialistes portent les questions écologiques aussi, et à leur manière. Je fais d'ailleurs de nombreuses propositions sur le terrain de l'écologie pour organiser en quelque sorte la mutation de notre économie et en tirer en quelque sorte les bénéfices industriels, humains et écologiques. Je crois que le débat aura lieu dans la primaire socialiste. Et la part de l'écologie en rapport avec ce qu'est le socialisme d'aujourd'hui, moderne, sera discutée à cette occasion. Mais sans les écologistes, car ils ne veulent pas venir dans la primaire. Visiblement, ne plaît pas beaucoup. Vous l'avez entendu à Ségolène Royal notamment, qui dit que c'est pas pareil de porter Ushuaïa et le destin de la France. Est-ce que vous pensez franchement qu'il peut être qualifié pour un débat présidentiel où on ne parle pas que des questions environnementales quand même, mais d'autres sujets aussi? Écoutez, je crois que ça se pose pour tout candidat. Est-ce qu'il y a des candidats qui ont des prédispositions plus affirmées que d'autres? Je pense que M. Hulot a fait un travail très important de progression des idées écologiques dans le pays. J'ai moi-même signé son pacte écologique pour faire évoluer un certain nombre de choix. Est-ce que cela suffit pour bâtir une offre politique complète, construire en quelque sorte l'avenir d'un pays? Je ne le crois pas. Mais nous lui devons cela. Donc je me permettrai d'avoir une attitude équilibrée à son égard. Arnaud Montebourg, on voudrait évoquer avec vous, pour finir, dans les quelques minutes qui nous restent, l'éternelle querelle autour de Louis-Ferdinand Céline. Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, a fini par retirer Céline du recueil des célébrations nationales 2011. Est-ce qu'il a eu raison de le retirer et avait-on raison de l'y mettre ? Je dirais que oui, il a eu raison de l'y retirer, car même le génie littéraire, la beauté et la grandeur d'une écriture, et Céline est un des grands maîtres de la littérature française, qu'on le veuille ou non, est indépendant de l'appréciation que la République peut faire j'allais dire, son œuvre. Donc une célébration nationale, c'est un acte officiel de la part d'une République. Donc je juge naturel que M. Mitterrand, le ministre de la Culture, ait décidé de ne pas continuer à faire participer la République à l'égard d'un auteur notoirement antisémite. Voilà. Je pense par ailleurs que de la même manière, un ministre condamné pour injure raciale, comme l'a été M. Hortefeux, n'a rien à faire au gouvernement. Vous voyez, c'est sur le même plan. C'est-à-dire que l'intransigeance à l'égard de textes de la part d'un écrivain mort il y a de nombreuses décennies doit se transporter dans le présent, et y compris dans le comportement. Franchement, Arnaud Montebourg, le rapprochement entre les deux est un peu hasardeux. Il n'est pas hasardeux pour une raison simple, c'est que pour moi, la lutte contre l'antisémitisme et le racisme est indissociable. Et quand un gouvernement commence à être à géométrie variable, et surtout quand un ministre de l'Intérieur est lui-même condamné, vous savez qu'avant on faisait démissionner les ministres quand ils étaient soupçonnés, mis en examen. Maintenant ils sont condamnés et ils s'en vantent. Et ils disent il n'y a pas de problème. Eh bien, je pense que là, vous voyez, un ministre condamné pour injure raciale me paraît tout aussi grave que la célébration nationale accordée à un écrivain notoirement antisémite. Alors, vous êtes vous aussi un écrivain, Arnaud Montebourg, vous avez publié des idées et des rêves qui marchent bien. Beaucoup moins sulfureux, avec beaucoup de propositions. Mais est-ce que, très sincèrement, un candidat à la présidentielle
dans le contexte de crise financière mondiale qu'on connaît, avec le chômage qu'on connaît aujourd'hui, aussi bien chez les seniors que chez les jeunes, etc., avec la dette abyssale de la France, ne devrait pas plutôt titrer son livre de la sueur et des larmes? Parce que c'est pas finalement ça qu'on va devoir promettre aux Français pour le prochain quinquennat. Qu'il faille rassembler les Français autour d'un projet qui sera difficile et qui demandera beaucoup d'efforts, et des efforts partagés, bien sûr, ne signifie pas que nous ne puissions pas défendre un projet original et innovant pour la France. Je ne dis pas que mes propositions sont faciles. Je ne dis pas que les rêves sont facilement accessibles. Je dis que ces idées et ces rêves que matérialisent 100 propositions demanderont au contraire d'affronter beaucoup d'adversités, s'en prendre aux paradis fiscaux, mettre sous tutelle le système financier et bancaire et le comprimer à la manière dont Barack Obama et son gouvernement l'a fait aux États-Unis d'Amérique. Organiser... c'est des propositions pour les Nations Unies. C'est-à-dire que c'est des propositions qui ne peuvent fonctionner que si elles sont appliquées quasiment à l'échelle mondiale et pas à l'échelle de la France. Alors là, je vous arrête. Non, mais M. Deray, là, je vous arrête tout de suite. Vous pouvez m'arrêter. Non, je vous arrête tout de suite. Ce sont des propositions que nous devons mettre en œuvre sur le plan national ou européen. Nous n'allons pas attendre que Singapour décide à notre place. Car la question d'ailleurs de la France... Favoriser la démondialisation de l'économie, par exemple, oui. Comment peut-on le faire tout seul, nous, les Français ? Eh bien, lisez mon livre, ça vous permettra de le mesurer. Ah, là, je pose la question. Je fais des propositions consistant à utiliser à traité constant la clause environnementale dans l'Organisation mondiale du commerce qui permet d'empêcher finalement le libre-échange au détriment des droits d'ailleurs des travailleurs... des droits sociaux des travailleurs du monde entier, mais aussi au détriment des ressources de la planète. Donc il suffit simplement d'avoir un peu de courage politique et de considérer que notre dogme n'est pas le libre-échange, mais la protection d'intérêts communs au nord et au sud. Exactement ce que font d'ailleurs toutes les grandes nations mercantiles du monde. Les États-Unis, la Chine. La Chine est beaucoup plus protectionniste que l'Europe. Et conséquence, nous allons finir, si nous continuons économiquement, dans une sorte de protectorat sino-américain. Et il y a un moment où les risques de perte de substance économique risquent de se traduire en perte de souveraineté politique. Alors, on n'aura pas eu le temps de parler de Barack Obama, qui reste votre modèle, y compris pour les échéances qui viennent. On le fera à d'autres occasions. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau après les primaires ou avant les primaires.